Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, le rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. Pour m'accompagner aujourd'hui, de véritables stars. Elles ne sont pas sur la croisette à Cannes, mais avec nous sur ce plateau. Présentation en musique, s'il vous plaît. On commence à ma droite, on la compare souvent à la sublime Monica Bellucci. Aussi piquante que l'actrice, elle est aussi à l'aise devant les caméras que sur une barre de pole dance. Son sport de prédilection, notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, est avec nous. Bonjour. Hélène, comment allez-vous ? Très bien, mais je suis ravie. La petite comparaison avec Monica Bellucci, je ne sais pas si elle est très judicieuse, mais moi je prends tous les compliments. Oui, voilà, je prends tous les compliments. Ça fait rêver. On passe de l'autre côté, musique. On le compare souvent dans cette émission à l'acteur Russell Crowe avec sa barbe et son caractère de leader. Comme lui, il adore l'histoire et les gladiateurs. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant 1 heure. Salut Mickaël, forme et bonheur. Russell Crowe. Russell Crowe. J'aurais mis mon smoking si j'avais su, pour bien marquer le coup, mais toujours heureux d'être là, sous les sunlight. Et on est heureux de vous avoir sur ce plateau. On passe de l'autre côté à musique. Quand on le voit dans la rue, les gens le confondent souvent avec la légende américaine Bruce Willis. C'est un chroniqueur d'exception. Il a un 6e sens. Ses blagues font l'effet d'un Armageddon. Vous ne passerez pas une journée en enfer avec lui. Le 5e élément, Jean Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonsoir. Jean, comment allez-vous ? Toujours impeccable. Alors cette rumeur sur Bruce Willis, c'est vrai ou pas ? Non, soyons honnêtes. Par contre, Monica Bellucci, je prends moi aussi. Vous n'avez pas les cheveux. Je n'ai pas les cheveux. On passe de l'autre côté, musique, c'est le Antonio Banderas de plaisir. Comme le célèbre acteur, vous pouvez le voir chevaucher de temps en temps sur un cheval noir dans les Yvelines au crépuscule. On le surnomme depuis ses débuts dans cette émission le Zorro yvelinois. Raoul Cotré-Lautré est avec nous pendant 1 heure. Bonjour Raoul, comment allez-vous ? Super, et vous ? Très bien. Bon. Alors, on peut vous voir chevaucher dans les Yvelines ? Oui, la nuit, masqué surtout. Hein. Le jour, je me tiens tranquille et le soir, je rends justice. Vous rendez justice. Voilà. Un peu tous pareil. Alors, avant de passer au programme de l'émission, on va parler de football. Les moins de 15 ans d'Élancourt ont remporté la finale de l'Orange Football Challenge face au Racing Club de France ce samedi 18 mai. La rencontre s'est déroulée au Parc des Princes à la mi-temps du match entre Paris et Dijon. Le principe, les joueurs devaient marquer dans un face-à-face avec le gardien en partant du milieu de terrain. Ils ont ensuite assisté au match de Ligue 1 et à la remise des trophées de champion de France du PSG. Ce trophée signifie-t-il quelque chose ? Oui ou non ? Vous votez. Oui, non. Donc c'est une compétition amicale, hein, je le rappelle. Vous êtes partagé. Jean, pourquoi ? Parce que j'ai pas trop compris l'intérêt, donc je suis un peu partagé. Donc les jeunes partent du milieu de terrain, oui, j'ai vu, affrontent le gardien dans un face-à-face et marquent ou ne marquent ludique, pas, et l'équipe qui marque le plus de buts a gagné. Oui, c'est pour combler la mi-temps, quoi. Oui, c'est sympa. C'est Orange qui fait ça, non ? Si j'ai reconnu un copain qui remettait le trophée. Donc, oui, bon, pourquoi pas. Ce sont des jeunes, donc on va les encourager. Hein. Je vois pas trop, mais oui, allez, je suis pour. Raoul, vous aussi, vous étiez partagé. Eh bien, moi, je donne toujours du crédit à ce genre de démarche parce qu'elles sont saines et elles vont dans le bon sens. Après, est-ce que ça a une signification sportive ? Est-ce qu'il y a une prouesse à honorer ? J'en suis moins sûr, donc c'est pour ça que j'étais mitigé. Pierre ? Pour 2 raisons, je pense que il y a le terme challenge dedans et c'est pas ni une coupe ni un championnat. Ça se déroule à la mi-temps. Et puis deuxième raison, ça permet à des jeunes footballeurs de fouler la pelouse du Parc des Princes, d'aller mettre une toile dans les buts du Parc des Princes. Donc c'est à la fois ludique, spectaculaire. Sportivement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus enthousiasmant de marquer des pénaltys comme ça du bord du milieu du terrain, mais c'est un bel événement à la mi-temps d'un match de Ligue 1. Ils vont s'en souvenir toute leur vie, Hélène ? Je pense que de toute façon, oui, le Parc des Princes, on s'en souvient. Quand on y va, on s'en souvient. Donc oui, ils vont se souvenir. Après, voilà, c'était pas un match, c'était une petite rencontre. Mais oui, je pense que ça, c'est toujours un souvenir, agréable
avoir vécu. Ça peut les motiver éventuellement, Pierre, à aller un peu plus loin dans le football, à se dire pourquoi pas un jour fouler cette pelouse, mais en tant que professionnel. Je pense qu'ils sont au contact avec les pros puisqu'ils ont assisté après à la remise du trophée de la Ligue 1. Donc oui, au minimum, ça goûtait à ce type de lieu, d'événement. Le parc était sûrement pas plein à ce moment de la saison, mais oui, être au contact des pros. Il y avait quand même un petit peu de monde dans les tribunes, 45 000 personnes. Ah, quand même, ouais. Donc encore plus, raison de plus. Certes, c'est à la mi-temps, donc certains spectateurs sont allés à la buvette, voilà. Forcément. Avec modération toujours. Mais donc on côtoie les pros, leur lieu de travail, un lieu absolument mythique qui est le Parc des Princes, les vestiaires, le terrain. Donc oui, ça leur fait goûter au haut niveau dans une ambiance presque détendue. Je pense qu'ils ont quand même un peu la pression, donc oui, ça peut leur donner l'envie d'aller plus loin. Jean, vous êtes d'accord avec Pierre? Oui, mais je pense déjà que ce sont des petits jeunes dans les clubs, donc je pense déjà qu'ils rêvent d'aller plus loin. Ils ont entre 13 et 15 ans. Voilà, ils sont dans des clubs de toute façon. Je pense que c'est pas des. Là, c'est le club d'Élancourt. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ils sont dans le club. Donc c'est comme tout rêve de sportif, c'est d'atteindre le sommet et d'être un jour professionnel. C'est tout bon, ça. On leur souhaite, en tout cas. Ouais. Nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de football. L'équipe de Trappes pourrait monter en Régional 2. Nous ferons également un coup de projecteur sur le rugby club de Versailles qui a perdu son premier match de la saison. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler de basket dans ce talk. Du basket pour débuter cette page résultat. L'entente Le Chesnay-Versailles 78 peut jubiler. Le LCV 78 a réussi à éviter une remontada ce samedi 18 mai sur son terrain en quart de finale de pré-national. Vainqueur 73-52 à l'aller face à Paris 14. Les hommes de la Cité Royale se sont imposés au retour 81-71 sur leur parquet. On écoute les réactions. Il fallait être concentré, respecter les consignes et jouer au basket. Voilà. Tous les matchs, il faut gagner. Donc même si on était à plus 21 ou plus 30, donc l'objectif c'était de gagner. L'objectif c'était véritablement de jouer pour gagner et surtout pas de jouer pour ne pas perdre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et, du coup, ça a fait un match plein. Voilà, ils se sont défendus avec leurs armes et on a encore été plus fort ce soir. Donc c'est amplement mérité, je pense. Raoul, une belle victoire. Oui, malgré tout, à partir du moment où il s'agit d'une victoire, c'est beau. On ne peut pas attendre des grands écarts à chaque fois au niveau du score. J'aime assez ce qui a été dit au niveau du jouer pour ne pas perdre, mais plutôt jouer pour gagner. C'est une dynamique que je salue. Donc, bravo. La question sur ce thème, c'est la victoire du coach ou des joueurs ? D'éviter une remontada comme celle-là. Et donc, rouge pour le coach et vert pour les joueurs. Vert pour les joueurs, vous êtes partagé, décidément. Jean, pourquoi ? Ouais, je suis partagé parce que, en tant qu'entraîneur, on a souvent tendance à dire que quand ça gagne, c'est grâce aux joueurs et quand ça perd, c'est la faute de l'entraîneur. mais là, on ne peut que. C'est un groupe, c'est un sport collectif. Donc forcément, c'est un groupe. La victoire revient aussi bien aux joueurs qu'à l'entraîneur qui, surtout au basket, quand même, c'est assez tactique. Et surtout par rapport à cette remontada, parce qu'il fallait quand même anticiper le fait qu'il y ait un petit relâchement sur le deuxième match. Tout à fait. Donc est-ce que c'est plus les joueurs ou le coach ? Je pense que c'est quand même, surtout au basket, j'insiste, parce que ça va très vite au basket, et il y a beaucoup de changements tactiques, et c'est quand même, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même l'entraîneur qui donne les directives et qui place les joueurs et qui fait rentrer les joueurs par rapport à leur qualité individuelle. Donc je pense qu'on ne peut pas le mettre à l'écart, mais on ne peut pas non plus le mettre en avant. Donc pour moi, c'est les deux. C'est pour ça que j'étais mitigé, parce que c'est pas l'entraîneur ou les joueurs, c'est un groupe, c'est le tout, et c'est la mayonnaise qui a bien pris sur ces deux matchs, avec une petite frayeur sur le deuxième. Et le résultat compte. Seul le résultat compte. Raoul, vous aussi, vous étiez mitigé, parce que moi je trouve voilà. qu'on rentre dans un débat qui peut parfois vraiment parasiter les performances quand il s'agit de donner du crédit à un fondamental ou à un autre, c'est-à-dire soit le joueur, soit l'entraîneur. Je pense que sauf cas exceptionnel, la performance doit toujours être reconnue à 100% des deux côtés, et qu'il n'y a pas un élément qui pourrait nous attirer vers une manière d'analyser d'un côté ou d'un autre. Et donc c'est pour ça que j'ai pas voulu répondre oui ou non, parce que ce n'est pas oui ou non, c'est pas toujours, mais en tous les cas, pourquoi là ici vouloir reconnaître que c'est plus grâce
aux joueurs qu'à l'entraîneur. C'est vraiment un boulot d'équipe, encore plus dans un sport collectif. Hélène, alors vous étiez pour les joueurs. Oui, moi je pars aussi du principe que on a beau avoir un bon coach, si les joueurs derrière n'ont pas un minimum de pratique et d'expérience, de niveau, etc. Évidemment que ça mènera pas du tout à la victoire. Maintenant, en effet, comme disait Jean, c'est vraiment les changements d'équipe, les positionnements d'un tel à tel moment, les modifications de membres dans l'équipe et sur le terrain qui font que la stratégie va fonctionner ou pas. Donc, par rapport à d'autres sports, c'est vrai que le coach a quand même un rôle primordial. Oui, voilà. Pierre. Je trouve que c'est un principe qui est devenu à la mode, la remontada, là, mais que en foot pour l'instant. C'est-à-dire que là, on a été confronté pendant 2 saisons de suite pour le Paris Saint-Germain au football en Ligue des Champions par des scénarios complètement improbables. De là à les transposer à n'importe quel sport et notamment le basket, c'est vrai qu'il faut y penser dans un coin de la tête pour motiver les joueurs, mais ça peut arriver. En tout cas, c'est longuement revenu dans les conversations d'avant-match. Et comme disait Jean, c'est encore plus rapide au basket avec des paniers à 2 et à 3 points. C'est encore plus rapide de combler un écart de 20 points. Ceci étant dit, pour répondre à la question, c'est vraiment un travail d'équipe. Dans tous les sports, les entraîneurs entraînent, les joueurs jouent, les dirigeants dirigent, mais là en l'occurrence il faut d'abord fixer la stratégie, prévenir les joueurs, avertir les joueurs, et c'est eux qui sont sur le terrain et qui font la maille et qui vont chercher la victoire. Bamba, là, qui sera peut-être un futur habitué de votre plateau et avec nous sur cette émission, préciser justement l'important c'était de gagner, c'est-à-dire pas se dire on a de l'avance, on peut voir venir, il faut gagner. Donc là en l'occurrence c'est la responsabilité tactique du coach, mais après c'est la hargne et l'envie des joueurs d'aller chercher une victoire, et puis là au final ça fait quasiment une 30aine de points d'écart sur l'ensemble des 2 matchs. Justement, Bamba Seye, 38 ans, il a joué un peu plus haut, en National 1, en National 2, en National 3. Est-ce que finalement, un joueur comme celui-là a pu apporter son expérience dans ce type de configuration, c'est-à-dire ne pas stresser, ne pas se laisser déborder par l'équipe adverse? Forcément. Oui, forcément. L'expérience, c'est ce qui fait. Ah oui, largement. C'est ce qui fait la différence. Canaliser un petit peu cette émotion. C'est ce qui fait la différence dans des cas de figure comme celui-là. Un joueur qui a évolué à plus haut niveau, va savoir calmer le jeu, va savoir remettre son équipe dans l'avancée. Et pour empêcher justement cette fameuse remontada. Et je pense que c'est même le coach va s'appuyer sur des joueurs d'expérience comme ça pour figer la stratégie et pendant le match maintenir le 5 sous pression pour justement empêcher tout scénario improbable. C'est ce que je disais, le rôle de l'entraîneur il est primordial là. Et un joueur comme Bamba, on voit il est sur le terrain. Là c'est le moment où on a besoin de ces joueurs-là sur le parquet. Il n'est pas sur le banc en train de souffler, en train de se reposer. Il est en plein sur le parquet parce que je pense qu'il a dû faire énormément de temps de jeu sur ce match. À des moments certainement très clés, très stratégiques. Vous avez déjà connu ce type de match, Jean, dans le passé? Même si en rugby c'est un peu plus compliqué, oui, parce que les remontadas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça existe aussi, on l'a vu ce week-end avec le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui a fait une remontada magnifique, ils ont gagné 37-0 en deuxième mi-temps. Donc on le voit aussi au rugby, on le voit quasiment dans tous les sports, Pierre l'a dit, mais c'est vrai que je disais au basket parce que ça va très très vite au basket. On voit que le match, il n'y a pas un sport collectif où le match il n'est pas fini au coup de sifflet, parce que là ça va vraiment très 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 vite. On voit qu'en quelques secondes le score peut basculer. Alors c'est sûr quand il y a 20 points d'avance ça bascule pas, mais ça va, le score évolue très vite. Donc d'où l'importance d'un bon groupe entraîneur et joueur. Alors avec ce résultat, l'entente Le Chesnay-Versailles 78 se qualifie pour le Final Four de la division. L'équipe affrontera Meudon en demi-finale sur terrain neutre à Palaiseau pour une revanche le 1er juin. Les Meudonnais les avaient battus au mois de février dernier. En cas de victoire, les joueurs de la Cité Royale se verraient propulsés en National 3. On écoute le coach.
Rien n'est acquis, à part une place en demi-finale, tout reste à faire. Et on va jouer notre saison maintenant, non plus sur X matchs. Là, il n'en reste plus que 2, donc on le sait. Et il va falloir faire le job. Bien évidemment que ce groupe a le niveau, parce que je sais qu'on aura du cœur et on le montrera. Raoul, ils peuvent le faire ? J'en suis persuadé. Contre Meudon ? Ah oui, j'en suis persuadé. Alors c'est une équipe qui finalement a un petit peu le même niveau que Paris 14. Ils ont terminé premier de leur poule. Ouais. Paris 14 avait également terminé premier de sa poule, enfin de la poule de l'Entente Le Chesnay Versailles qui était deuxième. Ouais, donc on a à peu près la même configuration. Est-ce que, juste une petite question, est-ce que le vainqueur du match, Meudon contre Versailles, pardon, oui, est-ce que le vainqueur monte ? Alors Meudon est sûr de monter. Donc si Versailles bat Meudon en demi-finale, Versailles est sûr de monter. Non, je demandais ça parce que la motivation ne sera pas la même. Oui, là, donc on les deux équipes un match pour monter dans la division supérieure. Sauf que la motivation, donc c'est pas un match couperet pour les deux équipes. C'est pas un match de montée, on va dire, pour les deux équipes. Meudon est déjà sûr de monter et on a beau dire ce qu'on veut. Après, Versailles est obligé de gagner pour monter, sauf qu'elle va jouer contre une équipe qui, les joueurs sont déjà en National 3. C'est pour ça que donc forcément la motivation sera pas la même. Champion des champions. Oui, mais là, je suis d'accord, sauf que l'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même et la motivation ne sera pas la même non plus. À votre avis, comment il faut aborder ce match, Hélène ? Avec la gagne. Avec la gagne. Ouais. La motivation, la gagne, la stratégie, comme finalement ils ont déjà fait, et l'envie de surprendre vraiment et d'y aller. Il faut s'appuyer sur le dernier match, peut-être ? Contre Paris 14 ? Oui, après, de toute façon, sur toutes les stratégies qui ont déjà fonctionné, et ils sont face à une équipe assez grande en face, donc je pense qu'ils vont être concentrés et qu'ils peuvent y arriver. Ce sera le mot de la fin sur cette thématique. On continue ce talk par du rugby. L'incroyable saison de Versailles est malheureusement terminée. Les joueurs de la Cité Royale invaincus cette année en 21 matchs ont perdu face à un autre RCV, le rugby club Vesoul, sur terrain neutre en 16e de finale du championnat de France Honneur. Après s'être neutralisés sur le score de 23 partout après prolongation, les Versaillais ont finalement craqué au tir au but et ne verront pas les 8e. Pierre Chevalier, une réaction ? Alors, je précise que la saison n'est pas terminée pour tous les seniors du club. Pas pour tous les seniors. L'équipe réserve continue puisqu'elle s'est qualifiée en battant le SCUF et s'est qualifiée pour les quarts de finale. C'est évidemment un scénario complètement fou sur ce match des 16e de finale contre le RC Vesoul. Et sans déflorer la suite, quelques regrets à avoir. Mais ça n'enlève en rien, évidemment, la formidable saison qu'ont réalisé les seniors 1, avec la montée en fédéral 3, avec, on en parlait là, des montées justement, donc les saisons qui comptent lorsqu'elles finissent par une montée. Un titre de champion Île-de-France comme l'équipe réserve, et puis bon un petit trajet en championnat de France avec uniquement un tour de passé, mais ça clôt malgré tout une fantastique saison comme on revivra pas forcément de sitôt. Ça arrive souvent qu'on se fasse éliminer au tir au but, c'est ça ? Tir au but en rugby ? Non, c'est assez rare, c'est très très rare. Hyper rare. Ouais. Très très rare. Moi dans toute ma carrière j'en ai vécu qu'une comme ça. C'est sur une finale en plus. Donc c'est très rare parce que c'est égalité à la fin du temps réglementaire et égalité à la fin des prolongations. Donc c'est très très rare. Et au rugby, même au rugby à haut niveau, je crois que la dernière c'était Agen Béziers, donc en 84, un truc comme ça. Donc ça remonte à... Non, c'est très rare qu'on aille jusqu'au tir au but au rugby. Hein. La question sur ce thème, faut-il nourrir des regrets après cette défaite ? Je parle bien sûr de la saison. Hein. Un petit duel entre Raoul et Jean ? Raoul ? Moi je dis non parce que je suis contre qu'on enlève les mérites qu'on avait déjà accordés à Versailles dans des émissions précédentes, compte tenu de leur magnifique saison. Et donc c'est pas au moment où finalement le rêve s'arrête qu'il faut nourrir des regrets et avoir des sentiments négatifs face à tout ça. Voilà. C'est un beau rêve qui prend fin comme tous les beaux rêves. Voilà. Et vous voulez pas vous fâcher avec Pierre également. Vous l'appréciez. Jean ? Alors moi j'ai dit oui. Pourquoi ? Parce que le principal au rugby c'est d'aller au bout et de gagner le titre suprême de champion de France et que forcément
Les phases finales, pour moi, je le dis toujours à chaque fois que je joue les phases finales avec mes clubs, c'est un nouveau championnat qui commence. Donc là, ils ont fait la première partie de leur championnat. Ils sont allés au bout, ils ont été invaincus. Je dirais pas assez facilement, mais quand même en match de poule, oui. Et puis sur la finale, ils ont été un petit peu accrochés, c'est normal, c'était une finale. Mais ensuite, c'est un nouveau championnat. Les phases finales, ça se passe complètement différemment. La preuve en est, c'est que c'était le numéro 1 incontesté de l'Île-de-France. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a encore, je passe de mémoire, il y a Vincennes, Maison Lafitte et RCP 15 qui sont encore en course. Donc, Versailles ne peut avoir que des regrets. Déjà parce que perdre un 16e comme ça au tir au but, ça laisse des regrets. On verra après le parcours de Vesoul. Mais si Vesoul va au bout, ça laissera 2 fois plus de regrets. Et que forcément, perdre un match de phase finale, c'est le plus dur au rugby. C'est le plus dur au rugby. Pierre Chevalier, vous étiez d'accord avec Jean, hein? Oui, par souci perfectionniste, je dis oui, quelques regrets pour 2 raisons. La première, c'est, comme l'a rappelé Jean, la physionomie du match en lui-même du 16e de finale contre Vesoul, de perdre au tir au but. Et la deuxième, c'est pour le formidable potentiel que le tableau laissait envisager et le déroulement justement de ces phases finales. Je pense pas qu'on ait de meilleures chances d'aller au bout en honneur ou dans une autre division que celle-ci. Alors la première raison, la physionomie du match, c'est on peut considérer même que Versailles demeure invaincu parce qu'à la fin du temps réglementaire, puis des prolongations, les deux équipes considéré comme une défaite. Voilà, les 2 équipes étaient à égalité. Bon, évidemment, c'est joué sur les mots et pinaillé parce que au final, c'est Vesoul qui passe. Mais c'est effectivement très rare de tomber au tir au but. C'est un scénario assez stressant parce qu'il faut trouver 5 buteurs. Et que ce soit en honneur ou même dans les autres divisions, il n'y a pas forcément beaucoup de 3/4 généralement qui sont adroits sur le jeu de pénalité pour pouvoir en passer 5. Après, s'il y a encore égalité, c'est la mort subite, donc c'est encore pire. Donc voilà, sortir sur ce type de scénario, premier regret. Deuxième regret sur le tableau en lui-même, on voit qu'il y a un certain nombre des favoris qui sont tombés. Alors Versailles en faisait partie, mais il y a aussi le Servette de Genève qui était le gros favori de la poule qui a été sorti. Il y en a quelques-uns qui ont trébuché aussi en 32e de finale. Donc il y a Monaco notamment qui était dans cette optique-là. Donc au fur et à mesure le tableau s'est un peu éclairci et il y a effectivement encore 3 équipes d'Île-de-France encore en course. Ce sont les hasards du tirage au sort et les scénarios assez improbables des matchs de phase finale qui sont des matchs au couteau, des matchs coup près, qui sont effectivement des matchs totalement inédits et totalement différents des matchs de poule, comme l'a rappelé Jean. C'est l'esprit, c'est le mental qui prend le pas sur le physique. Donc oui, un deuxième regret, c'est justement cet alignement des planètes qui nous permettait peut-être d'imaginer d'aller le plus loin possible, même si c'était pas dans les objectifs du début de saison. Hélène, cette défaite, finalement, ne remet pas en cause quand même la magnifique saison de Versailles, une saison historique. Oui, c'est sûr, mais ça a dû être tellement dur d'arriver justement au tir au but et de constater que finalement, c'est simplement ça qui fait la différence. Je ne peux pas dire qu'il y a un peu une part de chance, mais c'est vraiment des petites choses infimes qui font qu'un club va gagner par rapport à un autre à cette étape-là. Déjà se réconforter en se disant que le champion de France sera certainement francilien. Et dans ces cas-là, c'est pas encore fait, mais peut-être. C'est une possibilité, mais. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un mal finalement pour un bien, Jean, cette défaite, une petite piqûre de rappel pour la saison prochaine en Fédéral 3? Non, pour moi non, parce que ils ont déjà conscience que la Fédéral 3, ce sera pas aussi facile que cette saison en honneur. Donc ils n'ont pas besoin de cette piqûre de rappel et comme on a dit tout à l'heure, ça n'enlève pas leur magnifique saison d'invincibilité. Même Pierre, avec beaucoup d'optimisme, a dit qu'ils sont toujours invaincus. C'est vrai. Mais non, je pense pas, parce que la saison prochaine, ça va remettre vraiment tout le monde à plat, tout le monde à zéro. Ils perdent pas mal de joueurs, Pierre l'a dit sur ce plateau et la dernière émission. Ils perdent pas mal de joueurs, donc ils ont tout à reconstruire dans un niveau qui est au-dessus de ce qu'ils jouaient. Donc je pense que là, cette saison, on fait table rase et on repart sur un autre objectif avec d'autres joueurs
et surtout, ils verront que ce ne sera pas la même chose. Une des parts de réussite aussi de cette saison, on en parle souvent ici, c'est la partie formation, où là on a des jeunes qui poussent derrière, et là encore sur ce 16e demi-finale de la première et sur le 8e de la réserve, on a quelques juniors montants de cette année qui ont participé à l'épopée, donc qui engrangent un petit peu d'expérience. On a notamment en réserve et en première, en réserve surtout, en réserve deux juniors qui signent quasiment la meilleure performance du groupe senior 2 sur le 8e de finale. Donc on a aussi beaucoup d'optimisme là-dessus. On a beaucoup construit justement sur la formation, sur nos jeunes, pour pouvoir les intégrer au fur et à mesure dans nos équipes seniors. Et là, je leur tire un gros coup de chapeau, ainsi qu'à tous les staffs qui encadrent nos jeunes et qui encadrent nos seniors aussi, pour avoir réalisé avec nous dirigeants et avec l'ensemble du club, la ville de Versailles, une saison historique. En tout cas, l'avenir s'annonce rayonnant, on peut le dire, pour Versailles. En gros, pourvu que ça dure, même s'il y a effectivement d'autres, c'est un autre niveau en Fédéral 3, mais pourvu que ça dure et pourvu qu'on ait autant d'effectifs motivés l'année prochaine. Moi, ma question était de savoir si. Très rapidement, Raoul. Ah d'accord. Ma question était de savoir si une saison pareille avait quand même pu déboucher pour le club de Versailles sur, je sais pas, des nouveaux sponsors ou un nouvel apport. Confirmé. Ok, donc il va y avoir des moyens mis en place qui va s'ajuster au niveau de l'équipe. C'est les deux. Ça attire des sponsors et des joueurs. Donc c'est quand même une victoire. Il voit de la lumière, le coup de projecteur, et effectivement, par rapport à l'exposition qu'on a eue, notamment grâce à ce plateau et à cette chaîne régionale, de pouvoir avoir quelques visibilités en plus. Ouais. Tous ces efforts pas fournis pour rien. En tout cas l'année prochaine en Fédéral 3. Avec plaisir. Raoul, rapidement. Non, je disais tous ces efforts pas fournis pour rien, quoi. Bravo. Voilà. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. On passe maintenant à notre rubrique Focus et on continue. Dans le championnat de Régional 3, Trappes a peut-être laissé passer sa chance de remporter le titre, mais l'équipe a fait un grand pas vers la montée. Les Trappistes n'ont pu faire mieux que match nul, 1 but partout à l'extérieur sur le terrain de Rueil-Malmaison. Résultat qui leur permet d'être deuxième à une journée de la fin du championnat. Le S-Trappes conserve 3 points d'avance sur son adversaire du jour, et un match nul le week-end prochain pourrait leur offrir la montée. La question sur ce thème, les joueurs doivent-ils gérer ce dernier match ? Oui ou non ? Voilà, on voit le tableau justement. 38 points pour Boulogne-Billancourt, 36 pour Trappes, 33 pour Rueil-Malmaison. Vous votez. Les joueurs doivent-ils gérer ce dernier match ? Oui ou non ? Gérer. Vous votez. Moi, je réponds pas. Non, genre, vous ne voulez pas voter. Je suis pas un... Vote blanc pour... Non, c'est ça. Camoulox. Non, Jean. J'ai pas compris la question. Voilà, est-ce qu'ils doivent gérer le dernier match ? C'est-à-dire, voilà, faire un match tourner. Nul, juste... Non, faut vous voulez dire jouer petit bras ? Jouer petit bras, exactement. Ah bah non, mais ils jouent la montée quand même. Ils jouent la montée. Il leur faut juste un match nul. Un match nul. Mais s'ils gagnent, ils montent quand même. Et s'ils gagnent, ils montent quand même. Ah non. D'accord, On y va. ok. Et voilà. D'accord. Donc pour vous, ils doivent gérer par contre, Raoul. Moi, je pense qu'il faut gérer dans ces cas-là, pas dans la manière de jouer, mais plutôt dans ces cas-là, dans la manière de sélectionner ceux qui vont jouer. C'est pas forcément en s'économisant sur le terrain qu'on prend des risques, mais c'est parfois en exposant certains joueurs précieux, par exemple, pour éviter qu'ils se blessent. Donc c'est là que je pense que la gestion se met en place, et d'effectivement pas faire trop de sacrifices, faire trop de sacrifices tout au long du match. Mais jouer, quand on joue à fond, quoi qu'il arrive, ça. Voilà. Hélène ? Non, mais je rejoins ce que dit Raoul. Pour moi, il y a un match, ils y vont. Alors, évidemment qu'ils n'ont pas forcément tout à donner tout au long du match, mais pour moi, il n'y a pas d'économie à avoir. Sinon, c'est pas profiter du match, c'est se reposer déjà sur des lauriers. Enfin, c'est dommage, quoi. C'est pas l'esprit du sport, pour moi. Jean ? Moi, j'aurais tendance à dire, au football, on entend souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, eux, par contre, l'attaque, ça fonctionne pas très bien, justement. C'est ça le souci. Ils n'ont marqué que 24 buts en 19 matchs. c'est déjà pas mal, quand même. C'est déjà pas mal. Attends, ce qui en fait l'une des pires attaques du championnat, de la division. Pire attaque. Justement. Donc, s'ils sont pas bons en attaque, qu'ils attaquent. Non, mais j'ai souvent tendance à dire, c'est que quand on veut gérer. Par contre, Trappes est la meilleure défense du championnat, avec seulement 12 buts encaissés en 19 matchs. 12 buts encaissés, oui, mais s'ils jouent. Alors pour moi, je suis pas un spécialiste du foot, mais s'ils jouent la défense pendant 90 minutes, c'est au risque quand même d'en prendre un. Je pense qu'ils ne doivent pas changer
leur façon. Alors j'ai changé leur façon s'ils marchent pas. S'ils marquent beaucoup de buts, c'est pas génial, mais au moins ils ont des bons résultats. Je pense qu'il faut qu'ils poussent, il faut qu'ils changent pas leur façon de faire, parce que à vouloir trop gérer, surtout dans le football, c'est là où ils risquent d'avoir des surprises et de mauvais résultats par une défaite. Ça peut les amener malheureusement à pas atteindre leur objectif. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut surtout pas qu'ils jouent cool, quoi, et qu'il faut qu'ils jouent comme d'habitude. Hein. Faut pas maîtriser, faut maîtriser. Hein. Pierre. Au niveau tactique, à part jouer à 10 en défense devant le gardien, il n'y aurait pas d'autre moyen de gérer le match, mais justement le gérer, il n'y a pas meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis à ce moment de la saison où certes il ne leur faut qu'un match nul, mais en l'occurrence il faut provoquer la chance. Ils ont souvent connu des contre-performances face à des petites équipes plutôt que face à des grosses équipes. Il faut prendre ses responsabilités. Un scénario de match et surtout un dénouement, ça se provoque. Ça se provoque par de la volonté, par de l'ambition collective, et justement gérer le match ne serait qu'un moyen de se prendre encore une fois les pieds dans le tapis. Donc il faut qu'ils jettent toutes leurs forces dans la bataille, plutôt vouer vers l'attaque. On ne sait jamais, sur un match dans la saison, ça peut s'ouvrir. Justement, ils peuvent mettre des buts. Il en faut toujours un de plus que l'adversaire. Et même s'ils font un match nul, ça suffit. Donc, je pense qu'il faut jouer les lois du sport, non pas pas se contenter de participer, mais justement d'aller gagner. Ils jouent contre qui ? Ils jouent contre les Mureaux. Et les Mureaux est placé au milieu de tableau. Milieu de tableau. Voilà. Bon, les Mureaux n'a rien à espérer. Là aussi, la motivation n'est pas la même. Hein. Feu. Donc il faut jouer. Une chance de l'emporter. Voilà, il faut jouer pour l'emporter. S'ils ne jouent pas pour l'emporter, ils risquent d'avoir une déconvenue. Et ils n'ont perdu qu'un seul match cette année aussi. C'est à noter. Ils ont fait 9 matchs nuls, 9 victoires, et ils ont perdu un seul match. Voilà. Donc il faut qu'ils poussent, il faut qu'ils aillent de l'avant. L'objectif, c'est gagner pour éventuellement, s'ils trébuchent, il faut match nul. Les statistiques jouent pour eux, a priori. S'il y a autant de matchs nuls et qu'il leur faut un match nul, a priori, ça se présente plutôt pas trop mal. Ça se présente plutôt pas mal. Il faut une causerie forte avant le match, de la part du coach. Je sais pas comment se prépare une équipe de foot avant un match. Je serais bien curieux. C'est pour les ongles. Non, mais je serais bien curieux d'assister à une préparation d'une équipe de foot. Si vous voulez, je peux vous inviter sur un match. Après, mais ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait de voir une préparation d'avant-match d'une équipe de foot. Ça va être assez différent de celle d'une équipe de rugby. Je te confirme. Mais oui, il faut certainement, il faut leur parler. De toute façon, ça c'est sûr. C'est un des rôles de l'entraîneur. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour ce dernier match de la saison. On espère surtout qu'on ne leur portera pas la guigne après ce débat. On ouvre une page sport insolite. Le jeune Thomas Déric va tenter un pari fou. Cet unimontain de 20 ans a décidé de traverser 2 déserts en Bolivie cet été, à pied, en solitaire, en totale autonomie et sans GPS. La durée du projet devrait durer environ 2 semaines. On écoute le jeune Thomas Déric. Il était là présent sur ce plateau sur TV78 le lundi 20 mai. Parce que j'ai envie de me découvrir dans l'inconnu, d'aller me challenger à l'autre bout du monde, d'être dans un désert, de voir ce que ça fait qu'être au milieu d'une immensité blanche et d'être tout seul là, de ressentir ce que ça fait. Alors on part avec un sac à dos, de l'eau, je pense, moi personnellement je préfère prendre de la nourriture lyophilisée, ça diminue le poids, c'est pas super bon mais c'est pratique. Et après une tente, un duvet et voilà, une boussole. Ça sera suffisant ? Je l'espère. La question sur ce thème, validez-vous son esprit aventurier ? Oui ou non ? Ouais, je crois qu'on valide. Validé de la part... une petite réserve de la part de Raoul. Moi, j'ai une question. Vous êtes très partagé aujourd'hui, Raoul. Ouais. Vous poserez vos questions après. On va laisser Raoul... Parce que j'ai pas eu le temps de m'informer sur l'expérience de ce garçon. Il n'a pas l'expérience. Voilà. Donc je valide qu'à moitié parce que vouloir défier la nature, je le salue, très bien. Mais je pense que c'est intéressant de le faire quand on a un certain recul, une certaine expérience. Il y a l'idée de faire ça sans GPS, Europe, oui. Notamment. Mais l'idée de faire ça sans GPS, c'est très bien, mais je doute qu'il ne soit pas suivi tout au long de sa marche.
Et ça serait malheureux que au bout du 50e kilomètre, les secours déjà arrivent parce que c'est pas un garçon, c'est pas un athlète entraîné, quoi. Donc il s'entraîne un peu dans la forêt de Rambouillet. Vous avez tout dit. Donc j'ai toujours un petit peu tendance à. Il a fait quand même de nombreuses randonnées en Europe également. D'accord, quand même. Mais j'ai toujours c'est comme quand on fait les traversées de pays dont le climat déjà naturel et parfois même social est hostile. Pardon. Mais j'ai toujours un peu de mal avec cette insouciance sans prendre vraiment connaissance des grands risques. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur, mais voilà, je mets une certaine mise en garde. Voilà pourquoi je suis mitigé et voilà pourquoi je critique pas à 100%, parce que je trouve ça très bien d'aller explorer des endroits comme ceux-là, vastes et arides, mais bon, je mets un petit haut là, quoi. Hélène. Ouais, c'était ma question. Quelle expérience il a Il part en autonomie ou en semi-autonomie? Autonomie totale, c'est-à-dire qu'il n'a pas de GPS. Il n'a pas de balise de sécurité. C'est même pas il a juste une boussole. C'est même pas le GPS. Moi, à la limite, on peut naviguer en boussole, mais c'est surtout qu'il faut quand même de l'expérience pour savoir comment traverser certaines épreuves, éviter des blessures, savoir gérer son camp. 140 km, on voit sur la carte. La nourriture, la première traversée, il fait une petite pause et il repart pour 100 km. On part quand même du désert, d'un milieu complètement naturel. Il a tout sur le dos. Il aura tout sur le dos. Il va pas pouvoir porter autant d'eau. Il se rend pas compte. Pas de ravitaillement. Non, c'est ça en fait moi qui m'inquiète. C'est manger il va pas boire en savoir fait. porter sur le dos la quantité d'eau qu'il va lui falloir pour 260 km. 140. Après, il fait une pause entre les deux déserts. Il fait une petite pause. Il a repéré un oasis. C'est ça. Il a repéré un oasis sur le chemin. Et c'est surtout que ça dure 2 semaines. Enfin, je sais pas comment. Il faut une expérience vraiment en nature, dans des conditions extrêmes avant de. La plus grosse traversée sera sur le premier désert, justement, les 140 km. La première traversée. Hormis sur son défi personnel, est-ce qu'il y a une autre raison sur son défi justement global? Non, c'est un défi personnel, vraiment un défi personnel. Vous rappeliez il voudrait également un peu marquer l'histoire parce qu'il n'y a qu'un homme qui l'a fait pour l'instant, un Français, et il avait 50 ans. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, mais jamais aussi jeune, à 20 ans. La preuve en est, c'est qu'on en parle sur ce plateau. Là, on parle de tous les sports ici, donc c'est un bon signe déjà pour lui. Vous rappeliez qu'il s'entraîne dans la forêt de Rambouillet. Moi, je trouve que c'est préparer la traversée de la Manche à la nage dans une piscine. C'est la première réserve. Après, j'espère qu'il a les ressources mentales et l'envie d'aller au bout de ce défi, mais il n'a pas choisi le plus facile, ça c'est clair. Les déserts d'Amérique du Sud sont pas réputés comme étant les plus accueillants, ceux d'Afrique non plus d'ailleurs, mais en autonomie justement, comme ça. Parmi l'une des complications dans le désert, parce que c'est un désert de sel, c'est extrême sécheresse, il y a des possibilités pour qu'il saigne régulièrement du nez, notamment à cause de l'irritation provoquée par le sel. Et avec les cristaux de sel et autres. Donc voilà, apparemment, à partir de 30 minutes, on peut commencer à saigner du nez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment il n'a pas l'air d'avoir eu aucune expérience en milieu hostile, en milieu naturel un peu intense, et de passer de la forêt de Rambouillet. Après, il a bien étudié son parcours, il faut de l'expérience. Il a regardé des forums. Le ressenti est physique, la fatigue, le sommeil, tout. Il y a un petit peu de fondé. Mais ça me fait un peu penser à ces gens qui se font, qui vont aller photographier les lions de trop près et puis qui finissent par se faire mordre. C'est. Si, il la photo. L'appareil. Non, mais la nature, c'est dur. Non, mais bon. Parce que je ne sais pas s'il imagine vraiment justement les répercussions, à quel point ça peut être difficile. C'est dangereux pour vous? Sans préparation, avec des spécialistes qui sont habitués à faire des Ce qu'il y a, c'est que ça va pas l'être. Comme ça va pas l'être parce que j'imagine qu'il va être ultra surveillé. Mais bon, ça va. Quel crédit on va lui accorder si je dis les secours arrivent au bout du 50e kilomètre? C'est ça que il va pas mourir au milieu du désert. Ce garçon-là, c'est sûr. Le souci, c'est qu'il n'a pas de balise. Il va partir tout seul. Il sera suivi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ils vont pas. Enfin, moi, je trouve. Ils vont pas le lâcher comme ça. Bon, déjà que bon, il a quand même. C'est pas, il a même des amis personnelle. Ouais, mais d'accord. Une initiative personnelle. Moi, ça me fait. Ça.
d'accord, c'est bien, comme disait Raoul. Ouais, allez, on lui accorde un crédit parce que c'est bien, il a 20 ans. C'est une belle démarche. C'est une belle démarche. Sauf que quand même, et c'est le premier si ça marche pas bien, il va falloir le chercher, ce garçon. Il va falloir le chercher, il va falloir le secourir. Il faut qu'il puisse savoir quand. Voilà, c'est pas. Puis, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'entraînement. C'est pas en traversant des bacs à sable au château au bois de Rambouillet, là, à faire traverser le bac à sable qui va arriver. Il y a zéro prise de conscience du danger qu'il peut rencontrer face à ce. Non, mais c'est fait. Moi, je suis c'est bien pour l'initiative, c'est bien, mais après, c'est pas simplement calculer en disant voilà, je vais passer. Il a tiré un fil là pour aller la date est fixée. Alors, mois d'août, logiquement. D'accord. Au mois d'août. Ça va. Au mois d'août, c'est là où il aura beau temps. Qu'est-ce que je veux dire? Il a décidé de faire ce projet depuis quand? Depuis quelques semaines. Seulement, oui. Donc, au niveau de temps de préparation, même de temps de préparation mentale. Après, il avait dans sa tête, mais il a vraiment concrétisé ces dernières semaines. Est-ce qu'il est de la famille de Bélion, Avec Bélion, le navigateur. Eric Bélion, le navigateur, il est pas de sa famille, non? Non, je crois pas. Non. Bon, j'ai pas eu d'infos là-dessus. Non, parce que comme ils ont l'air assez un peu proches dans les discours. Les doux rêveurs. Ouais, ils ont l'air un petit peu. Peut-être qu'il y aura une rencontre entre les deux un jour. Pourquoi pas? C'est possible. Pourquoi pas? Encourageons-le. Ouais. On va le suivre. En tout cas, voilà, on l'encourage sur ce plateau et on va le suivre et on va surtout débriefer quand il aura réalisé ce défi. On passe maintenant à notre page débat. Dans notre page débat, aujourd'hui, on va parler de golf. Ce mardi 21 mai, une cinquantaine de sportifs de haut niveau se sont réunis autour d'une partie de golf pour participer au Tee Break, une compétition amicale qui fêtait cette année sa 27e édition dans les Yvelines. En parallèle, ces sportifs ont animé des ateliers avec des jeunes venus de 5 établissements yvelinois, La Selle Saint-Cloud, Elancourt, Trappes, Versailles et Maurepas. On écoute la fondatrice et organisatrice de l'événement, Véronique Chaplin. Ils ont fait de la boxe avec 3 champions du monde. Ils ont fait de l'athlétisme, du football avec 3 stars du PSG. Ils ont tourné sur 6 ateliers. Donc une journée ensoleillée extraordinaire. La soirée s'est terminée par une vente aux enchères à but caritatif. On pouvait notamment retrouver la raquette de Novak Djokovic ou des maillots signés par les joueurs du Paris Saint-Germain. On voit justement les lots. La raquette de Novak Djokovic qui a été adjugée à plus de 3 000 €. Verratti, le maillot de Verratti. Alors, voilà, vous connaissez Pierre Chevalier, du coup, cette opération. Qu'est-ce que vous en pensez? Je connais très bien cette opération, qui est une opération qui mérite d'être saluée, parce que c'est impliquer le sport dans des démarches sociales, dans des démarches caritatives, et c'est impliquer surtout les sportifs de haut niveau au niveau du sport amateur. Et en l'occurrence, une belle compétition de golf le matin, l'après-midi des Olympiades avec justement ces jeunes qui viennent essayer différents sports, et surtout confrontés en face de sportifs qu'ils idolâtrent peut-être par ailleurs. Donc c'est une fantastique occasion pour eux d'être au plus près de ces champions-là, qui le temps d'une journée justement donnent un peu de leur temps, donnent un peu de leur énergie pour justement leur donner un petit peu de soleil aussi, et un petit peu de sport et de challenge dans leur quotidien. Donc c'est un événement où tous les sports font très bon ménage, avec justement cette approche sociale, cette approche amicale, conviviale, et c'est vraiment des journées assez uniques, que ce soit par le tennis ou par le golf. C'est là où Véronique les organise, c'est vraiment deux belles journées, et qui après rayonnent en plus au-delà de nos frontières, avec des actions qui sont menées par les gazelles en Afrique. Donc c'est vraiment de belles actions qu'il faut saluer. Ouais. Et le Tee Break Roland-Garros n'est pas le seul événement de ce type dans les Yvelines. Il y avait également le trophée Sport Passion organisé par Régine Gandolfini. C'est le même concept. Des golfeurs jouent sur le green et font la promotion d'une association sélectionnée par le département des Yvelines. On voit justement les images qui ont été tournées la semaine dernière. La question sur ce thème, on valide ces projets? Je pose la question quand même. Raoul, ça vous plaît? Oui, ça me plaît énormément, et ça fait ressortir l'aspect du sport qui me plaît le plus. Je suis très admiratif de tous ces gens qui organisent ce genre d'événements, non pas
et c'est le don par le sport. C'est pas pratiquer le sport pour soi et pour progresser, mais être dans un souci de le transmettre et de s'en servir pour l'ouvrir, vraiment, le démocratiser au maximum et s'en servir pour avoir apporté quelque chose socialement. Et je trouve ça même touchant, moi, de donner l'occasion à des jeunes comme ça de rencontrer leurs idoles, de se réunir autour des belles valeurs que sont le sport, et encore d'avoir l'intelligence de générer des fonds par cette vente aux enchères. Je trouve que c'est vraiment de A à Z un projet magnifique et très émouvant, et il en faut de plus en plus. Voilà. Et ça permet aussi, encore de nouveau, la proximité entre l'élite et le sport pratiqué à l'échelle du loisir. Donc tout ce que j'aime, vraiment tout ce que j'aime. Hélène, est-ce que ça leur apporte vraiment à ces enfants ? Ah oui, mais je pense que ça apporte aussi des choses aux sportifs qui viennent, parce que c'est renouer avec un petit peu l'esprit peut-être qu'ils avaient au début, avant d'avoir une carrière, etc. C'est se mettre à leur portée, c'est aussi une partie intégrante du sport. Et pareil, ça fait des souvenirs, ça crée des vocations, il y a des bonnes causes, ça apporte à tout le monde en fait. Genre, vous avez laissé un objet pour la vente aux enchères ? Multi-break ? Je peux pas dire. Je peux pas le dire. Je peux pas le divulguer à cette émission. Il laisse son petit. Pierre ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux événements existent quasiment depuis une trentaine d'années, et là c'est un grand coup de chapeau à deux grandes dames du sport et de l'événement en Ile-de-France et en France, Véro Chaplin pour le T-Break et Régine Gandolfini pour le Trophée Sport Passion. Elles sont toutes les deux très impliquées dans justement le rayonnement du sport et des sportifs, et puis justement de cette dimension sociale et cette dimension festive, événementielle, qui permet justement de faire rayonner les bons esprits et les bonnes valeurs sur tous les terrains de sport, et notamment sur deux parcours de golf en l'occurrence, mais aussi sur les rings et les panneaux de basket aussi pour le team break. Donc c'est un grand coup de chapeau pour ces deux grandes dames. Justement, sur les greens, il y a quand même une petite compétition, amicale certes, mais les sportifs ont en tout cas envie de revenir sur les greens pour perfectionner leur swing. On écoute Yannick Noah et Philippe Candeloro au micro de TV78. C'est comme si le CNOSF, vous voyez, avait organisé un grand événement entre sportifs d'hiver et sportifs d'été. Voilà, on est en espèce d'intersaison entre le début de la saison pour les sportifs des Jeux d'été et puis ceux qui viennent de finir la saison d'hiver. Donc je trouve que c'est bien d'avoir ce rassemblement parce qu'on l'a de moins en moins. Et puis alors surtout quand on est un ancien athlète de haut niveau, on l'a plus du tout. Donc finalement c'est bien de revoir des collègues. C'est super, voilà, il fait beau, dans la nature, avec des potes. Ils sont coriaces ou pas ? Ils sont coriaces mais pas sympas. Non, c'est cool, non, c'est une belle journée, c'est une belle journée. La soirée en général, ça se termine, c'est le feu, c'est top. Jean, une réaction. Côté festif. On a ça de dit quand même avec le discours de Yannick Noah que c'était cool. Voilà, que c'était vraiment très cool et que la soirée quand même ça se finissait bien, il a dit. De feu. Voilà, apparemment. Donc, en tout cas, ça fait plaisir de voir les sportifs s'amuser également. Mais Raoul. Bien sûr. Ça permet aussi justement de les voir sous un autre aspect que toujours dans l'aspect réussite d'un challenge sportif, mais dans une ambiance de décontraction. Surtout qu'ils ne sont pas dans leur sport. Bien sûr, donc voilà, s'en détacher un petit peu. Mais le golf, justement, est un très bon sport pour les anciens sportifs. Et les actuels, d'ailleurs, aussi. Mais c'est justement un côté convivial et sportif et malgré tout compétitif. Parce qu'on se rend compte que les sportifs, quel que soit leur sport, Candeloro en parlait, les anciens sportifs de haut niveau se mettent au golf et se mettent avec la même hargne. On en parlait aussi avec Yann Dujarier sur certaines de ses émissions ici sur ce plateau. Commencer le golf aussi, c'est mettre le doigt dans un engrenage vertueux justement qui mêle compétition mentale, balade dans la nature et de grands moments de convivialité. Donc là ils le vivent justement en dehors de leur sport, mais avec je pense un vrai esprit festif et convivial. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. On passe maintenant à notre page découverte. Un rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas manquer. Ce samedi 25 mai, un Open de canne de combat est organisé. Donc ce samedi à partir de 14h à Viroflay au centre sportif Gaillon. Un sport très populaire au 19e siècle et qui est revenu au goût du jour ces dernières années. Présentation de ce sport par un moniteur, Julien Modelin. Donc c'est
un bout de bois de 95 cm en châtaignier. La canne de combat, en fait, c'est une sorte d'escrime avec son histoire, ses traditions et sa propre codification. À la différence de l'escrime, on va dire classique, on va ni trancher ni piquer. On va respecter un principe d'efficacité qui veut que tous les coups soient armés et exécutés avec le maximum d'amplitude. Donc ça donne un côté naturellement esthétique et très ample. C'est ce qu'on va rechercher. La question sur ce thème, est-ce qu'il faut réintroduire la canne de combat? Moi, je dirais toujours oui. Réintroduire la canne de combat. Attention. Je suis mitigé, moi. Avec modération. Avec modération. Remettre au goût du jour. Ah, remettre au goût du jour. Parce que c'était une discipline qui avait disparu. Il a envie de rire. Bah, moi, oui. Ah, Oui, moi je pense aussi. Pourquoi On dit oui, Hélène. Mais oui, parce que c'est un ensemble de sports. Ça prend quelques petites. On rigole pas. Allez-y, vous laisse. Donc oui, il faut réintroduire la canne de combat. Voilà, c'est codifié d'une façon, en prenant un petit peu des informations auprès de. Arrêtez. Parmi d'autres sports, etc. Et je pense qu'il y a vraiment faudrait voir vraiment des matchs ou des choses à faire avec. Je ne sais pas. Faut voir. Mais moi j'aime bien. Jean. Oui, Personne n'y moi croit je suis. Si. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Non, mais avec une canne de 95 cm, quand même, faut faire attention, on peut faire mal quand même. Hein. Donc. Puis il en avait une plus grosse, t'as vu ou pas? Oui, il y en avait deux. Oui, il y en avait deux. Et bon, 95 cm, ça fait faire attention quand même. Jean a peur, c'est la première fois que je le vois Faut terroriser. faire attention. Voilà. Faut faire attention. 95, ça, voilà. Mais sinon, oui, moi je suis pour la réintroduction de la canne. Surtout mais avec modération. Du festival de Cannes à Bas-de-Ville. Hein. En plus, donc moi je dis oui parce que on voit quand même certains sports qui veulent émerger ces temps-ci là. Je sais plus les noms d'ailleurs. Ouais, qui n'ont pas trop de sens. Le Quidditch par exemple, vous devez tester, Jean. Ouais, mais là je fais, voilà. Moi je me prépare. Issu de l'univers Harry Potter. Je me prépare justement. Je me prépare pour le Quidditch. Je fais pas comme notre ami qui va traverser le désert en s'entraînant dans les bacs à sable. Moi, je me prépare pour le Quidditch. D'ailleurs, je vais me préparer au Quidditch avec la canne à 95 cm. Et vous allez voir un peu ce que je vais faire. Moi, je suis pour. On a hâte en tout cas. Pierre Chevalier. Ça fait partie de ces a priori sports ancestraux qui mêlent pas mal de sports qu'on connaît, l'escrime, peut-être la savate. Il y a peut-être aussi des coups. On a vu aussi il y avait le kendo pour la partie asiatique. D'ailleurs, c'est rattaché à la Fédération française de boxe française. Et ben voilà. Donc, on aurait pu dire escrime. Qui sont maîtres d'armes aussi. Ouais, mais donc c'est de toute façon à saluer. Tiens, qui le premier a sorti ce sport-là des cartons ou des vieilles caisses de l'histoire? Ça semble déjà aussi accueillir un certain public et mêler un certain nombre de choses. Là, on peut parler de sport parce qu'il y a vraiment une préparation, il y a du physique, il y a du mental, il y a de l'adresse. Donc c'est de toute façon à saluer dans la mesure où il y a un certain nombre, voilà, la canne un peu plus grande. Voilà. Non mais ça doit être super. Fait avec beaucoup de justesse. Ouais, pour le coup ça vaut le coup je pense d'aller voir. Alors ce sport en tout cas a été présenté lors de l'exposition universitaire de 1900 et comme sport de démonstration aux Jeux Olympiques d'été en 1924. Donc c'est un sport qui était très populaire dans cette période-là. C'était surtout pour se défendre en fait. Il y avait une canne, voilà, les gens avaient des cannes dans la rue, ils se défendaient contre les voyous dans les rues de Paris, mais le problème c'est que après, quand la sécurité est arrivée à Paris, et notamment le port de l'épée, quand il n'y avait plus besoin d'armes dans Paris, il n'y avait plus besoin de ça, et du coup, ça s'est perdu. On va voir une nouvelle mode émerger pour l'histoire de jeunes en jogging et avec une canne. De la canne de combat. Oui. C'était les brigades du Tigre. C'est un sport que vous pourriez tester éventuellement, Raoul? Moi, justement, je vais vous dire, je suis même un petit peu jaloux pour les générations à venir parce que moi, enfant, j'avais une obsession pour les combats d'épée. Tous les films d'épée, gladiateurs, tout ça, c'était une obsession. Moi, j'étais pas du tout pistolet, tout ça, mais combats à l'épée, les chevaliers, tout ça. D'où son surnom de Zorro et Vivo. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'escrime, mais la pratique de l'escrime, je m'y retrouvais pas vraiment. Parce que c'était quand même une discipline c'était de l'escrime, c'était pas du combat à l'épée. Parce que là, par exemple, ça s'apparente vraiment à tout ce qu'on voit dans les films. Il y a 6 attaques, tout ça. Il y a 6 attaques, donc qui ciblent le flanc, la tête
et les jambes. Donc à l'époque, ce sport a vraiment répondu à ma demande et voilà, ça m'aurait évité d'aller taper tout le monde avec mon épée à l'époque. Je serais allé à la salle de Cannes de combat. Voilà. Il n'est pas trop tard, mais bon voilà, j'ai d'autres occupations maintenant. Justement, cette résurgence, c'est pas vraiment parce que c'est depuis les années 50 que ça a été réintroduit du coup comme sport. Mais c'est vraiment depuis une vingtaine d'années qu'il y a vraiment des licenciés. Il y a entre 4000 et 10 000 licenciés en France. Ça m'étonnerait pas que ça grimpe. Et toi aussi, petite, tu rêvais de reprendre la canne? Non, moi je montais à la barre déjà, petite. Voilà. Tu vois, c'est une sorte de... Non, mais c'est pour ça, mais comme elle faisait la pole dance, je me disais peut-être que la canne, après elle a pris plus gros pour faire le tour. Quoi. Ah mais c'est ça. C'est pour ça. C'est obligé de vous sanctionner, genre pour ce petit dérapage. Non, mais j'ai fait la blague avant. Bon, est-ce que vous pourriez en tout cas vous tester la canne? J'ai vu quand même, ils sont quand même assez, ils se déplacent. Tu as plus de chance à la canne de combat que moi avec la grande là. Ouais, avec la grande peut-être. Ouais. Mais moi je trouve ça très spectaculaire. En tout cas, si vous voulez voir, c'est ce samedi 25 mai à Viroflay. C'est super esthétique comme. ils ont beaucoup d'élégance. Je peux pas, je m'entraîne à traverser les bacs à sable. Puis il y a un côté moins strict et moins guindé que l'escrime. Ouais, il y a un côté plus. Ça doit être le costume. Il y a un côté plus correct. Qu'un vrai équipement et qu'une vraie tenue soit développée. Pour qu'on puisse se donner à fond, il faudrait qu'on soit plus protégé. Peut-être quand il y aura plus de licenciés. Exactement, plus de moyens, bien sûr. Ils ont des masques d'escrime en fait. Élaborer une tenue. C'est la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, focus sur une citation du basketteur Michael Jordan. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.